Bonjour, nous sommes le 27 janvier, le lundi 27 janvier, vous retrouvez Chaos Global. Nous allons aujourd'hui vous parler de Trump, des influenceurs en France, des politiciens payés par Trump discrètement. On en parlera à la fin de l'émission. J'aimerais bien qu'on y passe un peu de temps parce que c'est une question qui a été largement posée par beaucoup de lecteurs. On va angler cette émission quand même sur quelles sont les raisons d'espérer avec l'arrivée de Trump ou pas, mais même si Trump ne fait pas ce qu'on a envie qu'il fit, ce qu'on avait envie qu'il fit, est-ce que nous avons quand même des raisons d'espérer? Comment espérer? Et puis, ben voilà, on va faire le tour de l'actualité de Trump de ces premiers jours, mais avant, je vous rappelle bien entendu que le Courrier des Stratèges, c'est un site internet bien avant d'être une émission sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner. Et l'abonnement, on y reviendra sur les influenceurs payés par Trump ou par l'environnement de Trump. Nous sommes indépendants financièrement, nous le rappelons, nous sommes une société par action simplifiée qui vit uniquement de ces abonnements, j'allais dire, prêts au hasard. On remercie nos abonnés de leur fidélité. Et grâce à eux, nous pouvons travailler, nous pouvons monter un média qui est objectif, ou en tout cas qui est indépendant financièrement, même si c'est un média libertarien qui assume ses prises de position. On vous dira d'ailleurs un jour que être libertarien, ça ne signifie pas être muskiste, en tout cas pas muskiste aveugle, ni trumpiste aveugle. Et puis on vous signale quand même ce scoop que nous avons, qui est que nous dénonçons l'optimisation fiscale que Pfizer fait, en tout cas que dont le vaccin Pfizer bénéficie en France, à un moment où la sécurité sociale est aux abois, à un moment où on annonce aux Français qu'ils vont devoir travailler 7 heures par an gratuitement, comme des esclaves. Ne manquez pas la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur le travail et sur les conséquences de la vie des prolétaires aujourd'hui. Donc au moment où on dit aux Français qui ont parfois des conditions de travail extrêmement dures, proches de l'esclavage, moi je pense qu'elles sont inférieures à l'esclavage, au moment où ces Français s'entendent dire qu'ils vont travailler gratuitement pendant 7 heures, eh bien Pfizer, Monsieur Bourla, met à l'abri les bénéfices du vaccin dont la santé publique en France, les autorités sanitaires font la promotion permanente et ils ne payent pratiquement pas d'impôts sur ce vaccin. Rejoignez l'action que nous intentons devant le Conseil d'État pour faire annuler cette défiscalisation. C'est sur notre fil Raquette Sociale, fil Telegram. Lisez l'article qui va avec cette vidéo sur le Courrier des Stratèges, vous retrouverez l'adresse de ce fil. Nous avons besoin que vous nous rejoigniez gratuitement pour pouvoir mener cette action devant le Conseil d'État, devant le Conseil constitutionnel, pour faire annuler la défiscalisation dont Pfizer bénéficie. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur le fil Telegram du Courrier des Stratèges lui-même, le fil Restez libre. Voilà, on va parler de Trump une fois ces petites publicités faites. Alors, on va aborder tous les sujets de Trump, un certain nombre de sujets, parce qu'il y a beaucoup. Trump est quand même un hyperactif, il fait pas mal de choses. On ne s'ennuie pas. C'est vrai qu'on a dormi, on a hiberné pendant 4 ans de Biden. C'était reposant. C'était assez reposant, mais là c'est vrai, ça a un côté réjouissant, c'est-à-dire que c'est à la fois brutal et loufoque. C'est ça qui est curieux. Alors on va, en fait, on avait prévu un plan d'émission hier, mais on va un peu le changer parce que l'actualité a encore évolué, l'actualité trumpiste. Mais moi, il y a quelque chose par laquelle je voulais commencer, qui attire toute ma sympathie, c'est quand même que Trump, c'est l'homme du choc. C'est-à-dire qu'il arrive, il pose ses solutions sur la table, et après, on regarde comment on fait pour les adapter. Et là, aujourd'hui, l'administration américaine est relativement percutée, perturbée, désorganisée par les décisions très subites de Trump sans phase transitoire. Et moi, je voulais t'entendre sur ce sujet, parce que moi, quand j'étais fonctionnaire, j'ai toujours adoré ça, puisque toi et moi, nous avons été cadres supérieurs, comme on dit, cadres dirigeants dans l'administration. Moi, quand j'arrivais dans un service, alors j'adorais me faire haïr en disant « bon, ben, on va faire autrement ». Et j'ai toujours pensé que le choc était la meilleure façon de réveiller les services et de réformer l'État. Mais là, quand même, Trump, il y va très fort. Alors, il y a un mythe
qui s'était un petit peu édulcoré, qui est celui des 100 jours. Et c'est Roosevelt qui, effectivement, les 100 premiers jours de son premier mandat, a pris un certain nombre de mesures pour pallier la crise qui avait commencé en 1929. Ensuite, les historiens discutent pour savoir si ça a été efficace, mais toujours est-il que ça s'était installé les 100 premiers jours. Sauf que c'est devenu une espèce de slogan tout fait. Et là, Trump, qui ressemble beaucoup plus à Roosevelt que ce qu'on croit, c'est une des thèses que je vais développer dans les semaines qui viennent, il a décidé de faire peut-être pas 100 jours, d'ailleurs peut-être ça sera plus, mais en tout cas, les premiers jours, il y a un choc avec, dès le premier jour, 200 ordres exécutifs signés. Alors, évidemment, il bénéficie de son expérience puisque c'est la deuxième fois qu'il arrive au pouvoir et qu'il a eu entre les deux 4 ans et visiblement, il s'est extrêmement soigneusement préparé. 4 ans de rumination entre ce qui lui était arrivé à la fin de son mandat. Et donc, il a vu qu'il n'était pas allé assez vite, assez fort, assez loin dans le choc à imprimer à l'administration en place c'est ce qu'il fait depuis une semaine maintenant. Alors la semaine dernière, on a dans le courrier, vous pourrez lire ces articles, on a traduit un certain nombre de ce que tu appelles les ordres exécutifs, c'est l'expression anglaise, un certain nombre de décrets présidentiels, notamment sur la réforme de l'État et de l'administration, par lesquels Trump a décidé d'élargir considérablement l'espace de ce qu'on appelle le spoil system aux États-Unis, c'est-à-dire la faculté de licencier des fonctionnaires, donc de virer des fonctionnaires pour des raisons politiques, entre guillemets. Et là, on apprend que très discrètement, vendredi soir, Trump a procédé à sa première purge en virant un nombre indéterminé d'inspecteurs généraux, inspector general en anglais. Et les inspecteurs généraux sont en fait des hauts fonctionnaires chargés de contrôler l'administration, un peu comme en France d'ailleurs en principe. Et donc on leur garantissait une inamovibilité aux États-Unis. Et manifestement, Trump en a dégagé, on parle peut-être d'une quinzaine d'inspecteurs généraux sur les postes les plus sensibles, notamment l'armement, la politique étrangère, etc. Et l'Ukraine. Et l'Ukraine. Et donc, c'est là aussi le signe. Alors, moi, j'ai toujours dit que, par exemple, en France, si on voulait purger l'État profond, il fallait, dans l'année d'arrivée au pouvoir, licencier 10% des commissaires, les commissaires de police les plus politisés. Il faut les licencier, pas les mettre dans une inspection générale où ils vont gagner entre 5 et 10 000 balles par mois, rien foutre. Il faut les mettre chez Pôle emploi. Comme ça, les 90% qui restent, ils comprennent que leur mission, c'est de servir l'État, ou en tout cas le gouvernement, et pas de servir les élus, voilà, et de faire les lèche-culs avec les ministres pour faire carrière. Donc Trump, lui, il y va franco dès ses 3 premiers jours d'arrivée. Comment tu le perçois, toi? Parce que toi, tu es beaucoup plus rond que moi. D'ailleurs, plein de gens qui disent on adore M. Husson, parce que, en fait, l'élite française, à laquelle tu appartiens beaucoup plus que moi, en France, l'élite déteste cette méthode brutale. Et vas-y, comme moi, tu as travaillé à l'Éducation nationale, tu as vu des gens, des directeurs généraux virés pour incompétence en Conseil des ministres, et reclassés à 90% de leur salaire à vie dans une inspection générale bien au chaud. Parce que tout le monde se frotte le dos et tout le monde se fait la courte échelle en France, et les élites détestent régler leurs comptes entre elles. Et comment tu vis, toi, au fond, je te fais un procès d'intention, je te laisserai répondre, toi qui es plus proche de cette culture de la modération que moi, qui suis un provocateur extrémiste assumé, extrémiste radical assumé, comment tu vis cette arrivée de Trump au pouvoir et ce bordel qu'il met pour réformer? Alors c'est bien parce que je vois que je suis efficace à cultiver le mythe de ma propre modération. Mais non, moi ça me paraît du bon sens, ce qu'il fait d'ailleurs. Ce que j'aime bien, c'est son expression, la révolution du bon sens. Si les gens ne travaillent pas ou s'ils travaillent contre l'État ou s'ils se servent, eh bien il faut les limoger. D'ailleurs on avait cette belle expression en France, limoger, c'était envoyer à Limoges. Ça disait bien ce que ça voulait dire. C'était pas agréable pour les fonctionnaires qui effectivement étaient envoyés loin de Paris, puisque c'est ça le drame en France. Mais parlons pas de la France, parlons des États-Unis. Ça me semble extrêmement salutaire
puisque c'est tout le paradoxe de ce qu'on a appelé le néolibéralisme, qui en fait avait été de moins en moins libéral, et de moins en moins néo, et de plus en plus archéo-étatique. Et en fait, il y a des gens qui, depuis Reagan, se sont installés dans des positions de pouvoir inamovibles. Et Trump a décidé de faire le ménage. Il n'a pas pu ou pas su le faire lors du premier mandat. Il le fait lors du deuxième mandat. Et je dirais, alors là, pour le coup, tant mieux pour les États-Unis. Je crois que c'est la position qu'on défend, qu'on essaye d'expliquer à nos lecteurs, c'est que Trump est sans aucun doute très bon pour les États-Unis. Est-ce qu'il est bon pour l'Europe? Ça, nous avons raison d'en discuter. France, il faut faire ça. Prends exemple. Il faut arriver, il faut qu'il y ait un président qui dise, bon maintenant, dans les 3 jours, on change les règles du jeu, et puis vous allez tous vous adapter. Alors au passage quand même, on rappelle que Ronald Reagan avait lui-même licencié des inspecteurs généraux à son arrivée, mais la légende dit qu'il en a re-recruté, qu'il en a repris dans les mois qui ont suivi la moitié. Et ça me rappelle quand même qu'en France, on a eu une expérience de ce genre. En 1792, on a largement purgé les officiers aristocrates. Et en fait, Bonaparte, lorsqu'il a pris le pouvoir en 1799, on a quand même fait revenir de ces officiers aristocrates limogés un certain nombre dans l'armée pour structurer la grande armée. Donc c'est un éternel recommencement quand même. Mais nous avons été capables, nous, d'agir de cette façon. Oui, et puis il y a eu une épuration en 1944-45. Légère, hein. Oui, mais enfin, elle a quand même... De Gaulle s'est quand même arrangé, et ensuite la 4e République, tout le monde s'est arrangé pour faire en sorte que ce soit la plus limitée possible. Oui, quand on regarde, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites à l'époque. En 58, il y a pas eu beaucoup de gens limogés, mais il y a eu des gens placés à des postes clés qui ont changé la donne. Donc, c'est pas vrai que la France ne serait pas capable de faire ça. Maurice Papon, qui était... ce qu'on ne sait pas, c'est que De Gaulle avait demandé à Papon, pendant la guerre, de rester à son poste à la préfecture à Bordeaux pour éviter que ce soit des communistes qui s'installent à sa place lors de la libération. Donc, je veux dire, le cas Papon, si on en parlait un jour... on en parlera un jour. C'est beaucoup plus complexe que les simplifications qui avaient été faites lors de son procès. Bon, il a quand même fini ministre. Il a fini ministre, oui. Bref... Dans cette affaire, donc, moi, ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, il y a des décisions qui sont très brutales. Moi, je m'en félicite. Je pense qu'il faut faire la même chose chez nous, je le redis. Mais ça reste quand même des coups de menton parce qu'on voit bien qu'il y a des difficultés derrière. Confer, cette affaire d'avion, donc manifestement, les expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière, de clandestins, ont commencé. Et il y a des pays qui se rebellent, ça a été le cas de la Colombie. Et donc, tu peux nous en dire 3 mots peut-être? Oui, la Colombie refuse de reprendre les Colombiens qui ont identifié tels qui ont été expulsés et a refusé de les accueillir. Alors c'est vrai qu'un aéroport c'est quelque chose de très compliqué pour quelqu'un qui veut se livrer à des expulsions comme Trump. C'est que quand l'avion a atterri, ensuite les passagers, encore faut-il qu'ils soient accueillis par la douane du pays concerné. On voit bien que c'est là que tout se joue. Alors ensuite, la question c'est de savoir combien de temps ces États pourront résister, s'opposer à ce que Trump veut faire. Toujours est-il qu'on a vu effectivement hier, si je ne me trompe pas, une communication de Trump violente disant qu'il montait des tarifs douaniers sur tous les produits venus de Colombie cette semaine à 25%, que ça serait 50% la semaine prochaine et que de toute façon c'était à prendre ou à laisser les déportations qu'ils mettent en place. On va voir ce qui va se passer. Moi, ça nous amène à autre chose, qui est la méthode Trump. Est-ce que ces coups de menton, comme tu dis, vont avoir de l'efficacité? Moi, je suis très sceptique sur le message qu'il a écrit vis-à-vis de la Russie la semaine dernière, dans lequel il explique avec pas mal de condescendance que de toute façon, si Poutine n'accepte pas la négociation, il va mettre encore plus de sanctions, mais qu'il aime bien les Russes et qu'il aime bien Poutine. Bon, c'est pas comme ça que ça va pouvoir marcher. Je pense que cette méthode Trump va rencontrer des limites. On va voir. Alors, c'est l'occasion, mais je voudrais d'ailleurs, avant de parler de ces sujets, mettre un peu le focus sur la question du protectionnisme, puisque
beaucoup de Trumpolâtres en France, dans les milieux souverainistes notamment, expliquent « Ah, le protectionnisme, c'est génial ». D'abord, on voit qu'avant même d'avoir remis en place des barrières tarifaires, il y a une espèce d'échauffement collectif dans le monde autour de ces barrières protectionnistes. On voit que le protectionnisme de Trump, c'est aussi une arme politique pour faire plier des pays plus faibles que lui. On pensait que Trump allait commencer par des barrières tarifaires contre la Chine, contre l'Europe, et en fait, les premières barrières tarifaires, c'est contre la Colombie. Bon, c'est quand même pas très glorieux. Et puis, on voit que Trump commence à dire on va mettre en place des barrières sur le Canada, sur le Mexique, si il ne se montre pas sympa avec nous. Sur le Danemark, s'il ne veut pas nous vendre le Groenland. Et donc, ça pose quand même la question de... On est en train de mesurer le petit décalage entre les promesses de campagne que Trump avait faites de « vous allez voir la guerre tarifaire » et puis finalement ce qu'il fait réellement, où il est très en retrait, notamment vis-à-vis d'efforts. Alors, je crois qu'on revient à ce qu'on a déjà dit. Les États-Unis ont eu une période très protectionniste, en particulier avant 1914. On avait des tarifs qui allaient de 50 à 100% sur un certain nombre de produits. C'est comme ça que les États-Unis ont construit leur puissance industrielle du XXe siècle. Mais il y avait une différence énorme, c'est que les États-Unis étaient capables de produire industriellement la plupart de ce dont ils avaient besoin. Et puis il y avait un marché intérieur en expansion avec une montée des revenus. Aujourd'hui, Trump se trouve dans la situation opposée. Il a un pays largement désindustrialisé qui a besoin d'importer énormément de choses, en particulier des produits à forte valeur ajoutée parce que l'industrie américaine ne sait plus les produire et c'est là qu'il va rencontrer les limites de son protectionnisme. Parce que si on prend par exemple sur des sujets comme les microprocesseurs, la Chine a des obstacles maintenant pour s'approvisionner par exemple à Taïwan sur un certain nombre de produits si on suit les sanctions potentielles ou réelles américaines, mais la réalité c'est que du coup les Chinois se sont mis, je parle de la Chine continentale, sont mis à fabriquer des microprocesseurs à la place de ce qu'ils importaient de Taïwan. Et en fait c'est quelque chose de très concret. De même, la Russie, tout le monde était très fier, Bruno Le Maire en tête, des sanctions qui allaient la faire s'effondrer. On a eu une politique de substitution aux importations qui fait qu'aujourd'hui la Russie fabrique beaucoup de choses qu'elle ne fabriquait pas avant 2022 ou avant 2014. Et donc aujourd'hui, le protectionnisme n'est effectivement plus l'arme qu'il avait pu être pour les États-Unis en 1890. Alors au passage, puisque tu parles de ces expulsions d'étrangers, mass deportation en anglais, on parle quand même de 11 millions de personnes qui pourraient être expulsées. C'est colossal. C'est gigantesque. Et 3% de la population des États-Unis. Il y a des choses aussi où je vois bien, parce que j'échange avec des amis américains et qui se réjouissent de l'arrivée de Trump, en particulier des catholiques américains. Et alors ils sont très en colère parce que les évêques des États-Unis ont dit qu'ils ne trouvaient pas génial la manière dont Trump allait s'y prendre. Oui, sauf que moi je prendrais la question autrement. Trump pour l'instant est tout puissant et il va l'être pendant quelques mois ou pendant un an ou deux. Mais d'abord, ensuite, tout le monde saura qu'il ne peut pas être réélu. Et puis d'autre part, c'est jamais bon d'avoir une des grandes puissances spirituelles de ton propre pays contre toi. Parce qu'il y a un moment où la conscience des catholiques va s'interroger, forcément. Et là, Trump se retrouvera avec vraisemblablement de la casse, un bilan humain terrible, et en disant j'ai fait ça, mais vous m'avez critiqué, c'est parce que vous m'avez pas aidé que s'il y a eu des ratés. Ben non, il aurait peut-être dû réfléchir, écouter un peu plus les critiques de gens un certain nombre d'évêques qui ont signé la déclaration de la conférence épiscopale américaine sont par ailleurs plutôt pro-Trump. Donc il y a des vraies questions à poser, il faut pas se voiler la face. Et donc, toi, tu penses que la brutalité de ces expulsions va poser un problème? Je pense qu'au bout d'un moment, elle va poser un problème inévitablement. C'est l'occasion de répéter moi ma position sur l'immigration. Pour moi, la question, c'est ce qui se passe à la frontière. Donc là, je comprends très bien que Trump veuille contrôler la frontière. Donc il envoie des troupes. Qu'il envoie des troupes, etc. Ça, je peux comprendre. Il finit le mur. En revanche,
Une fois que les gens sont sur place, c'est extrêmement compliqué de vouloir faire ce qu'il fait, les déporter. D'ailleurs, le mot est hideux. Mais je rappelle quand même qu'il y a une partie de la classe politique française qui parle de remigration. Et c'est ça qu'ils ont en tête. C'est pas les gens de gauche qui parlent de ça. Non, c'est vrai. C'est pas la France insoumise. Mais il n'empêche que remigration, déportation, je voudrais bien qu'on m'explique comment on le fait sans devenir fasciste. Et c'est le vrai sujet. Bon, alors tu ouvres plein de portes, mais je rebondis, on n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui. Je rebondis sur une phrase que tu as dite. On sait qu'il ne pourra pas être réélu. Alors, en fait, quelqu'un ne le sait pas. C'est Jacques Attali, qui a sorti une excellente chronique dans Les Échos, journal de Bernard Arnault. On rappelle que Bernard Arnault était invité à la cérémonie d'investiture de Trump. Attali dit, mais en fait Trump a pris la tête d'une oligarchie de techno, voilà, ce qui ne surprend personne, puisque tous les technos américains étaient là, autour de Trump ce jour-là. Et donc Attali dit, il a pris la tête d'une oligarchie de techno qui va s'opposer au lobby militaro-industriel. Et en fait, si Trump ne se fait pas réélire à la fin de son mandat, il sera, le lobby militaire-industriel reprendra ses droits et Trump devra, d'une façon ou d'une autre, s'il est réélu, marquer sa domination sur ces oligarques techno, sinon il sera balayé. Et ce que j'aime bien dans cette... je sais si je ne suis pas un Attaliste, mais ce que j'aime bien dans cette chronique, c'est que je trouve que Attali, qui connaît très bien le mode de réflexion, le mode de pensée des dirigeants en général de ce monde, Attali dit, mais en fait, les milliardaires ont l'habitude de s'appuyer sur un millionnaire, de le mettre au pouvoir pour défendre les intérêts des milliardaires. Au pouvoir, au passage, il devient milliardaire. Et au passage, il devient milliardaire. Voilà. Et Attali dit, Trump, c'est un millionnaire qui est devenu milliardaire au cours de son premier mandat, grâce au soutien d'autres milliardaires. J'ai trouvé cette chronique d'un cynisme, en même temps d'une lucidité absolue. Est-ce que, parce qu'on va décevoir plein de gens qui pensent que Trump est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, est-ce que, j'ai posé plusieurs fois la question, plein de gens m'ont dit, comment vous pouvez dire ça, est-ce que Trump est à la tête d'une nouvelle oligarchie? Ce que Biden a dit d'ailleurs. Alors, en fait, je rejoins, je répète ce que j'ai pu dire lors du débat avec Messant. Que vous pouvez retrouver, c'était mercredi dernier, retrouvez-le sur la chaîne YouTube du Courrier. Et d'ailleurs, Thierry Messant disait, mais non, les États-Unis, c'est pas une république. Si, les États-Unis, c'est une république. J'aurai l'occasion d'en redébattre avec lui, mais j'en redébat aujourd'hui. C'est bien une république, et avec une tension très forte entre un pôle démocratique, indéniable, d'où le populisme de Trump, et un pôle oligarchique qui est non moins indéniable. Alors la force de Trump, c'est qu'il a dit il n'y a plus assez de démocratie, il faut en remettre. Mais ça ne veut pas dire qu'il a abandonné l'oligarchie, au contraire. Et le problème de son premier mandat, c'est qu'il n'a pas assez d'oligarques américains de son côté. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe en 2020, c'est qu'il y a une sorte de révolution colorée contre lui, montée par des gens qui aujourd'hui sont derrière lui. Zuckerberg qui aujourd'hui s'est rallié, en 2020 il fait tout pour que Trump perde. Mais il y a très clairement la volonté de Trump de forger une nouvelle élite oligarchique américaine pour remplacer l'actuelle vieillissante, et d'ailleurs Biden était le symbole de la sénilité croissante d'une partie du monde oligarchique américain, mais de ce point de vue-là, je crois que c'est pas incompatible. Pour nous, Français, ça a l'air incompatible, mais pour un Américain, il n'y a rien de plus normal. Sauf que, je suis d'accord pour dire qu'il y a un certain nombre de promesses populistes qui ne seront sans doute pas tenues à cause de ça. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas reprocher à Trump de manipuler, là, je vais le dire à grands traits, le bloc, les Américains de souche, les WASP, de les manipuler en leur faisant croire qu'il était leur candidat, et en réalité, il est le candidat d'une oligarchie qui veut remplacer un deep state par un autre deep state, et les WASP américains seront les dindons de la farce. Je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que les États-Unis fonctionnent toujours comme ça. Même si, puisqu'on parle souvent d'Andrew Jackson qui est son modèle, Andrew Jackson était un populiste.
indéniablement. Et c'est vrai, on comprend, il y a même des extraits de discours de Jackson dont on comprend que Trump s'en est inspiré dans les formules. Mais par ailleurs, Jackson est quelqu'un qui a énormément contribué à créer une élite de la fortune aux États-Unis à l'époque. Et c'est un autre monde. Pour nous, c'est incompatible. Pour eux, c'est en partie compatible. Alors, tu parles d'Andrew Jackson. Je crois que c'est lui qui avait créé les réserves d'Indiens. Oui. Il a fait voter par le Congrès en 1830 quelque chose qui s'appelle l'Indian Removal Act. Donc le texte législatif, ça veut dire texte pour déplacer les Indiens. Et tout le monde s'étonne que Trump ait parlé de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte ou vers la Jordanie. Ben non, il est fidèle à son modèle Jackson. Il va peut-être nous faire un Palestinian Removal Act. C'est quand même la surprise, puisque, en fait, comment on peut expliquer, Édouard, que Trump, il y a 3 semaines, ait arraché un cessez-le-feu à Gaza en l'imposant à Netanyahou, et aujourd'hui, il commence à multiplier, alors que le cessez-le-feu s'est plus ou moins mis en place, il commence à multiplier les déclarations en annonçant qu'il a livré une bombe de près d'1 tonne à Israël pour assurer sa défense. Tout le monde comprend que ça va être un truc pas sympa, en expliquant qu'au fond, pour reconstruire Gaza, il faudrait envoyer les Gazaouis en Jordanie ou en Égypte, en expliquant que la côte gazaoui a un potentiel touristique extraordinaire et qu'on pourrait y faire des choses merveilleuses, sous-entendu si les Palestiniens n'étaient pas là, en expliquant qu'il faut faire le ménage. Comment on explique ce revirement, puisque manifestement Trump est en train de reprendre la ligne suprémaciste israélienne que nous avons beaucoup critiquée au courrier depuis le 7 octobre 2023. Alors, c'est pas un revirement. En fait, il est fidèle à lui-même. Mais au moment du cessez-le-feu, on voyait qu'une partie. En fait, ce que pense Trump profondément, c'est que Netanyahou est un idiot. Et pour lui, Netanyahou, c'est une brute qui a profité de la sénilité de Biden pour essayer de passer en force, alors que les choses auraient pu se faire autrement. Alors, en fait, en même temps, Trump est bien content que Gaza soit détruite pour pouvoir dire il faut reconstruire, et on va le faire dans les règles de l'art, c'est un domaine que je connais. Mais en fait, la question, c'est de savoir, c'est pas de savoir qui est plus ou moins sioniste entre lui et les démocrates, c'est de savoir qui est le plus intelligemment sioniste. Et lui dit, moi je veux pas tout écrabouiller. On en a parlé la semaine dernière, je suis convaincu qu'il a fait arrêter le génocide de Gaza parce qu'il a parfaitement conscience des risques devant la Cour internationale de justice, devant la Cour pénale internationale, et qu'il n'a aucune envie d'être mêlé à ça, d'autant plus que les démocrates, reprenant du poil de la bête, auraient dit, vous voyez, Trump, en fait, c'est un génocidaire, il s'en serait pas privé. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, effectivement, il faut se rappeler son premier mandat, ce qui a présidé aux accords d'Abraham. L'idée, c'était une réconciliation entre Israël et un certain nombre de pays arabes pour mettre en place une coopération économique soutenue, les Palestiniens devenant la variable d'ajustement et même étant passés par pertes et profits. Et l'idée de pousser légalement à l'émigration des Palestiniens hors de leur terre ancestrale, c'est l'idée de Trump depuis le départ. Quand même, il y a des choses qui m'intriguent dans cette affaire. C'est que Trump a des éléments de langage. Donc on signale au passage qu'il a signé un partenariat de 600 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Donc on retrouve le goût de Trump pour l'Arabie Saoudite, son inclination pour l'Arabie Saoudite, à qui il ne rend pas que des services, puisqu'il est en train de faire effondrer les prix du pétrole, puisqu'il annonce des forages tous azimuts. Mais enfin, soit. Trump a des éléments de langage sur Gaza. On va mettre les Palestiniens à l'extérieur, alors pour un temps plus ou moins long, donc les Palestiniens comprennent que c'est un nouveau nettoyage ethnique, mais plus propre peut-être que celui que Netanyahou avait entrepris.
Il parle de transformer l'économie gazaoui en une espèce de centre touristique avec le potentiel de la côte, il fait toujours beau, etc. Ce qui est vrai. C'est quand même des éléments de langage qu'on a entendus chez un certain nombre d'influenceurs qui se revendiquent du souverainisme et de l'antimondialisme en France depuis le 7 octobre. Est-ce que ça te fait réagir ce que je dis ? Non, parce que je pense que la question des droits du peuple palestinien et la question d'avoir à terme un État palestinien est absolument décisive pour savoir qui est vraiment souverainiste et qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de gens qui défendent la politique d'Israël tout en se disant souverainistes en France. Je rappelle quand même qu'Israël n'aurait pas pu commettre toutes les erreurs qu'ils ont commises à Gaza et qu'ils continuent à commettre à Gaza et en Cisjordanie si ils n'avaient pas le feu vert américain et des bombes américaines et les drones britanniques et américains et la coopération de Microsoft, de Google et des alliés de la tech qui soutiennent Trump. Il faut quand même regarder ça. Donc, je veux dire, c'est pas... Israël ne se comporte pas comme un État indépendant et souverain. Ils sont totalement dépendants d'une aide extérieure. Et je pense que quand on est un vrai patriote, on se dit qu'il y a du patriotisme du côté des Palestiniens qui s'accrochent à leur terre, qui ne veulent pas la quitter, alors même qu'il n'en reste pas beaucoup et qu'on leur détruit ce qui leur reste. Et pour moi, c'est le critère. Alors, je vais reposer ma question et je vais le taquiner. Moi, est-ce que tu penses, au-delà de ce que tu dis, qu'il y a des éléments de langage sur le conflit à Gaza qui étaient prêts depuis un an, qui sont des éléments trumpistes, et est-ce que tu penses que ces éléments de langage ont commencé à être diffusés par des influenceurs qui se prétendent souverainistes, qui sont des infiltrés du trumpisme? Et est-ce que tu penses qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, des ingérences du trumpisme dans la structuration du souverainisme en Europe? Voilà. Cela, c'est clair, non? Oui, bien, on le voit ouvertement avec Musk pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Pour la France, tout le monde se demande, parce que c'est pas visible. Il n'y a pas eu d'attaque vraiment concertée contre Macron, en tout cas pour l'instant. Il paraît qu'il va y avoir une attaque là cette semaine, que Candace Owens va révéler plein de choses sur Brigitte Macron. On va voir. C'est ce qu'Alain Soral avait dit d'ailleurs dans l'interview qu'il nous a donné. Regardez-la, allez sur la chaîne YouTube du Courrier. Bon, admettons qu'il y ait peut-être ça, mais il n'y a pas eu non plus d'idée, je vais financer le Rassemblement National ou Reconquête. Ça n'a pas été dit, alors que Musk a dit qu'il voulait financer le Reform Party britannique, puis ensuite il a un peu fait machine arrière. Il soutient l'AfD de manière complètement puérile, d'ailleurs, à mon avis. Ça, c'est un sujet dont on va reparler. Oui, on en reparle. Ouais. Vas-y. Et en tout cas, alors on se demande en France. Alors, nous avons déjà évoqué ici des rencontres, des réunions auxquelles avaient participé un certain nombre de gens de droite, de souverainistes, à l'invitation de républicains américains, en particulier Randy Gallows. Mais effectivement, ce que nous entendons, toi et moi, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont misé sur la victoire de Trump et qui sont en contact, qui se sont déplacés aux États-Unis. Moi, quand j'étais à New York, je savais qu'il y avait des gens qui étaient à telle ou telle réunion des républicains, soit à Miami, soit à New York, soit à Washington, pour fêter l'élection de Trump. Donc il se passe des choses, oui, effectivement. Alors on peut s'interroger sur des flux financiers à terme, mais il y a aussi des éléments de langage et une façon de voir les choses. Et on sait très bien qu'en fait, il y a toute une droite souverainiste en France qui est devenue fondamentalement pro-israélienne et anti-palestinienne. Oui, mais est-ce que, au fond, cette récupération, on a bien vu d'un certain nombre de mouvements qui, il y a encore 4 ou 5 ans, étaient plutôt neutres, on va dire, entre Israël et la Palestine, est-ce que cette récupération, elle s'explique par des flux financiers, à ton avis? Je pense qu'il faut investiguer dessus. Moi, j'ai des soupçons. Je n'ai pas de preuves, mais j'ai des soupçons. Bon, en tout cas, moi, je redis que je suis étonné par la concordance qu'il y a entre des gens, vous le savez, on nous a proposé de l'argent plusieurs fois, contrairement à ce qui a pu être interprété de
l'une des dernières vidéos qu'on a faites, celle du 1er janvier ou du 2 janvier, c'est pas Musk qui nous a proposé de l'argent, mais avant que Musk n'apparaisse dans le jeu, il y avait des circuits de financement connus du Trumpisme, de l'environnement de Trump, notamment par le général Flynn, qui a été épinglé d'ailleurs pour ses pratiques, mais qui ont existé en France. Et dans ce cadre-là, beaucoup de gens espéraient récolter de l'argent, ou bien beaucoup de gens ont fini par être payés par Trump, et par l'univers, je ne sais pas si c'est par Trump. Beaucoup de gens ont manifestement reçu de l'argent, parfois des petites sommes à mon avis, parfois de plus grosses sommes, nous avons refusé, et parce que nous avons refusé, de temps en temps, on se fait épingler sous la ceinture, et ce n'est pas très grave. Maintenant, il y a des faits avérés. Alors, moi, il y a une phrase de Musk qui m'a interpellé, parce que je trouve que ça commence à faire beaucoup autour de Musk. Il a ressorti l'idée auprès de l'AfD que, au fond, les petits-enfants des nazis allemands n'avaient pas apporté la culpabilité des actes de leurs grands-parents, ce qui, en cette période de célébration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, pose quand même des questions sur l'ambiguïté des propos. Ça fait beaucoup autour de Musk. C'est pour ça que je parlais de puérilité, c'est-à-dire que Musk, qui est certainement un esprit puissant et qui est un grand industriel, sans aucun doute, il n'a visiblement pas lu le célèbre ouvrage de Jaspers, des Schuldfrage, qui est la question de la culpabilité et de la responsabilité, et dans lequel Jaspers, grand philosophe allemand, ami de Hannah Arendt et de beaucoup d'autres, explique qu'il y a deux questions. Il y a la question de la culpabilité, effectivement, et on n'est pas, je veux dire, les enfants, les petits-enfants ne sont pas coupables des crimes de leurs parents ou de leurs ancêtres, mais qu'en revanche, il y a une responsabilité de l'État qui succède au Reich, qui en a d'ailleurs accepté, c'est ses fondateurs dans la République fédérale. Il a accepté l'héritage juridique du Reich, y compris donc le fait d'éventuellement payer des réparations dans des conditions légales, etc. Et donc aujourd'hui, dire à des jeunes Allemands, enfin plus ou moins jeunes, vous n'y êtes pour rien sur ce qui s'est passé il y a 3 générations, c'est à la fois idiot et irresponsable. Et puis c'est pas ce que pense un certain nombre d'Allemands, d'ailleurs, au passage. Mais je pense que Musk, en l'occurrence, il a des bâtons de dynamite entre les mains, il trouve ça très drôle, et si ça fait boum, il dira « Ah, j'aurais pas pensé ». Ça risque quand même de poser un problème tôt ou tard, cette ambiguïté de Musk sur des questions européennes qui tournent tout autour de l'héritage du nazisme. Enfin, c'est quand même gênant, non ? On dit que son grand-père avait une certaine fascination, un de ses grands-pères avait une certaine fascination pour les régimes autoritaires européens à tendance fasciste, et que d'ailleurs c'est pour ça qu'il serait allé s'installer en Afrique du Sud, et je crois qu'il a quitté le Canada, si je ne me trompe pas, il serait allé s'installer en Afrique du Sud dans les années 30 parce qu'il était devenu persona non grata sur le continent nord-américain. Bon, mais là encore, on ne va pas accuser Musk des bêtises de son grand-père. Ensuite, je crois qu'il y a un problème de fond, c'est que la culture anglo-américaine est fascinée par l'idée qu'il y a une inégalité entre les peuples, et donc, au fond, on sait très bien que dans les années 30, il y avait un certain nombre d'Américains qui étaient fascinés par le nazisme. Il faut dire les choses. D'ailleurs, on pourra faire des émissions historiques là-dessus. Il y a vraiment des choses passionnantes aujourd'hui qu'on connaît bien, et surtout sur les continuités après 1945, comment un certain nombre de nazis se sont recyclés sans aucun problème aux États-Unis. Des choses qui sont très bien connues. Alors oui, ça va être gênant. Puis il y a un moment où, sans faire de polémique futile, mais il y a un moment où il va falloir savoir. D'un côté, on exalte les nazis, de l'autre, on nous dit qu'on défend l'État d'Israël au nom de la lutte contre tout ce qui ressemble à la Shoah. C'est pas très sérieux tout ça. Oui, mais il y a un suprémacisme racial aujourd'hui dans le gouvernement israélien.
Ah non, mais alors ça, ensuite, si on parle du vrai comportement, si on parle du vrai comportement des uns et des autres, aujourd'hui, le monde est divisé entre ceux qui fondamentalement croient qu'il y a une inégalité entre les peuples et que certains ont le droit d'en écraser d'autres, si ça leur sied. Et puis, je pense qu'il y a l'avis majoritaire et sur lequel joue beaucoup d'ailleurs la Russie et la Chine. Ça ne veut pas dire qu'on aime les régimes russes ou chinois, mais la Russie et la Chine jouent beaucoup sur l'idée que tous les peuples doivent être traités de manière égale. Musk et Farage, on en est où? Alors, si j'en crois le Financial Times, Musk a dit que maintenant qu'il était au gouvernement, il ne pouvait plus verser ouvertement, officiellement les 100 millions qu'il avait envisagés, ou en tout cas selon Farage, c'était 100 millions qui étaient envisagés. Bon, ça fait sourire parce qu'en fait, on s'est aperçu ces dernières semaines, il y a eu plusieurs articles dans les médias début janvier, vers le 5-6 janvier, expliquant qu'il y avait eu un clash entre Musk et Farage, parce que Musk voulait que Farage mette en valeur Tommy Robinson, qui est un agitateur, alors là pour le coup clairement d'extrême droite britannique, condamné par la justice pour diffamation et pour récidive en fait de sa diffamation, et qui par ailleurs est connu comme un agitateur. Il est l'une des figures derrière les émeutes de l'été dernier en Grande-Bretagne, qui étaient des émeutes anti-musulmanes. Il faut le rappeler. Et donc Farage a dit non, moi je ne prends pas des gens comme ça dans mon parti. C'est une question de principe. Et à ce moment-là, Musk a réagi en disant mais Farage n'est pas fait, il n'a pas l'étoffe pour diriger le parti de la réforme et donc pour devenir Premier ministre un jour. Alors c'est là qu'on en est resté. Bon, Farage a d'autres liens chez Trump, mais ça dit bien en même temps les limites d'un Elon Musk dès qu'il se met à parler de politique. Et ça va dans ton sens. Je veux dire, défendre Tommy Robinson, c'est quand même un très mauvais signe. Bon, mais ça veut dire en tout cas que en Grande-Bretagne, il y a un lien financier évoqué et public, documenté, sur le fait que l'entourage de Trump, alors moi je pense qu'à une époque c'était Bannon et Flynn, tu as parlé de bon sens tout à l'heure, l'expression a quand même été très utilisée par Bannon à une époque, et ça aussi c'est intéressant, on parlera peut-être des différents usages, de l'histoire de l'expression bon sens depuis Bannon jusqu'à aujourd'hui, notamment dans un certain nombre de milieux français. Mais ça signifie qu'on peut aujourd'hui dire, sans risquer la diffamation, que dans l'entourage de Trump, il y a bien des gens qui avouent vouloir financer des opposants souverainistes sur le territoire européen. Oui. Alors, si on prend l'AfD en Allemagne, il y a un malaise au sein de l'AfD parce qu'il y a un certain nombre des membres de l'AfD qui disent oui, mais enfin, si on est souverainiste, c'est pas d'autres qui décident pour nous et on n'a pas forcément besoin de cet argent. Donc ça n'est que le début de l'histoire, mais effectivement il y a cette idée d'une prise en main. Alors pourquoi? Il faut comprendre aussi l'objectif. L'objectif, c'est d'aider des partis à balayer la caste au pouvoir en Europe, tous les Starmer, les Macron, les Scholz, qui sont vus comme, on a vu ce qui est arrivé à Trudeau, qui sont vus comme des adversaires idéologiques par les Trumpistes. Alors c'est là qu'un certain nombre de nos amis français se manifestent en disant mais quand même, comment pouvez-vous dire du mal de Trump? Il va nous débarrasser de Macron, il va nous... écoutez, moi je n'ai pas besoin qu'on me débarrasse de Macron à ma place. Je pense que si la France n'a pas en elle-même les ressources de remplacer Macron par une autre force politique, eh bien, il y a un problème. Et c'est sur ce problème qu'il faut travailler. Il ne faut pas espérer que le travail soit fait par d'autres, ou alors on se retrouve dans la situation de 1944, où Roosevelt voulait tellement de bien à la France qu'il voulait une monnaie d'occupation et des amputations territoriales du pays. Et heureusement qu'on a eu De Gaulle à l'époque. Bon, alors on va parler un peu d'espérance. Je me suis bien marré cette semaine, la semaine dernière, parce que j'ai eu un déjeuner avec un éditeur parisien qui m'a dit, à Paris, on dit que le courrier est financé par Poutine. Et je dis, moi, non, Édouard, peut-être, mais pas moi. Et moi, je suis critique vis-à-vis de Poutine. Et l'éditeur me disant, je dis à tous ceux qui me disent que vous êtes financé par Poutine que
vous avez bien raison de toucher de l'argent de Poutine. On touche de l'argent des abonnés, on vous remercie à nouveau, mais si vous voulez qu'on continue à être indépendant, il faut que vous vous abonniez. Est-ce que tu es financé par Poutine, Édouard? Non, je ne suis pas financé par Poutine, ça déçoit beaucoup de monde qui sont persuadés, mais en fait, alors, moi il y a un truc qui me frappe, c'est que tous les gens qui disent ça sont des gens qui sont financés ou rêvent d'être financés par les Américains. Et qui n'imaginent pas que quand on prend une opinion politique, on puisse le faire simplement par liberté d'esprit. Je prends un exemple, ce que je pense de la Chine. J'ai dit du mal du gouvernement chinois au moment du Covid, parce que je pense qu'effectivement, il y a eu un comportement totalitaire. Aujourd'hui, je considère que le gouvernement chinois est un facteur d'équilibre diplomatique et stratégique dans le monde. Voilà. Mais il y a un mec qui disait que tu étais payé par les Chinois, comment il s'appelle Oui, Robin. Voilà. Oui, bah oui, parce que il me trouvait modéré dans ma critique des Chinois pendant le Covid. Donc il dit, vous êtes forcément payé par eux. Bon, voilà, il faut qu'on arrête ces choses-là. Je veux dire. Oui, mais est-ce que ça veut dire que la solution, au fond d'espérance, c'est ce que nous développons, c'est-à-dire, nous, je le redis, nos comptes, ils sont carrés, publics, je ne sais pas si on est public, mais en tout cas, ils sont déposés au tribunal de commerce, il n'y a rien de... Voilà. Et puis, s'il y avait la moindre anomalie, je pense que... Voilà. Est-ce que la solution, c'est pas ce qu'on fait, c'est-à-dire dire aux gens, écoutez, s'en sortir, relever ce pays, ce ne sera pas gratuit, ce ne sera pas sans effort. Voilà. C'est comme, tu sais, l'anglais sans peine. Il y a des gens qui pensaient qu'on pouvait apprendre l'anglais sans peine. Il y avait même une méthode Amisil qui permettait de faire ça. Amisil, ça c'est russe. Et Amisil, c'est russe. Et en fait, pour apprendre une langue, il faut faire des efforts. Oui. Ah oui. Et ceux qui vous disent on peut le faire sans peine, c'est des menteurs. Et pour relever un pays, il faut faire des efforts. Ouais. Ceux qui vous font croire qu'il va y avoir... Donc il faut s'abonner au courrier des stratèges. Donc, il faut se prendre en main. Et nous, on propose une solution qui est... Nous, on se prend en main, on vend nos produits, on ne va pas faire la tournée des flines et autres pour avoir du pognon. Et on vous dit, si vous voulez être libre, si vous voulez retrouver votre souveraineté, eh bien, ce n'est pas la peine de geindre en disant « Ah, ils sont méchants, on ne peut rien faire ». Prenez-vous en main, vous relevez vos manches, vous payez le prix de la liberté, vous vous abonnez à des médias libres, puis vous vous organisez collectivement pour défendre votre liberté. C'était le sens de ma vidéo sur le travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de salariés qui disent « je peux rien faire, je suis victime ». Ben, il y a un bidule qui s'appelle le syndicalisme, la lutte collective. Et en fait, se relever, ça passe pas par on se fait des bisous, on se réconcilie tous et on s'aime tous, et on va être tous unis. Ça passe par la lutte et par la défense de ses intérêts, même si ça fait pas plaisir à ceux qu'on combat. Voilà, il est toujours possible de vivre son destin. Donc, en se prenant en main. T'es libertarien un peu gauchiste parce que tu fais l'éloge des syndicats. Moi, je pense que le syndicalisme est indispensable aux entreprises. Ce qui me gêne, moi, c'est l'intervention de l'État dans le droit du travail. Voilà. Après, que les salariés et les patrons signent un contrat, négocient des contrats entre eux pour faire vivre l'entreprise, je trouve ça très bien. Ce qui me gêne, c'est quand l'État dit, de toute façon, on sera du côté des syndicats, donc si les patrons ne courbent pas les chines, eh bien, on interviendra pour défendre les salariés, et c'est ça qui tue le syndicalisme d'ailleurs. C'est quand l'État dit, de toute façon, vous n'avez plus besoin de syndicats, on va faire le boulot, les gens, ils ne se syndiquent plus, et c'est comme ça qu'il y a un sentiment général d'impuissance et de passivité, ce que j'appelle l'arrachissement qui s'installe. Bon, on est retombé sur nos pattes. Retrouvez le débat qu'on a fait la semaine dernière avec le camarade Messon et Édouard, où Messon a développé la généalogie de Musk. Je vais la remettre en dessous de l'article, à la fin de l'article qui accompagne cette vidéo, à la fin de l'article du courrier des stratèges. Vous pourrez regarder cette vidéo plus facilement. On se retrouve, nous, lundi prochain pour un cas global. Mercredi, il y aura Thierry Messon en solo. On parlera, j'en suis sûr, de la Palestine, de Gaza, des positions de Trump sur le sujet. Et puis, voilà, à très bientôt. Merci.